Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver pour notre nouvelle émission, le QDS IFI Show. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jacques Ponchel qui va nous parler de sa vision en tant que chef d'orchestre, et je vais présenter Jacques dans quelques instants. Sa vision du monde de la IFI, telle que nous la connaissons en tant que revendeur. Il va nous parler un peu de son expérience, son retour par rapport à tout ça, sa vision des choses, puisque lui, en tant qu'évidemment chef d'orchestre, vous imaginez bien que le son réel des instruments, il le connaît par cœur, puisqu'il est plongé quotidiennement au cœur d'un orchestre. Donc évidemment, vous imaginez bien que le son, il le connaît par cœur, et il va nous parler de choses et d'autres. Alors je vous préviens, c'est une interview qui est totalement improvisée, comme souvent d'ailleurs, et rien n'est préparé, donc ça va être une discussion tout à fait conviviale. Hein, en fait, je l'ai enfermé là en ce moment. Ah oui. Je l'ai quasiment pris en otage dans le petit magasin. Je suis la victime. Et là, il va être obligé de nous répondre. Salut Jacques. Bonjour Nicolas. Je suis très content de te retrouver pour cette émission, et aujourd'hui, on va discuter de choses et d'autres concernant ton parcours et ta vision des choses concernant déjà la musique, puisque c'est quand même un petit peu ce qui nous rassemble tous autour de cette table, et puis un petit peu ton expérience, tes premiers systèmes, qu'est-ce que tu penses de tout ça, ce que tu penses qu'il faudrait peut-être changer, ce que tu trouves bien, enfin on va parler de différentes choses. Alors est-ce que tu peux te présenter pour nos différents auditeurs ? Oui, merci déjà. Donc mon nom vous le connaissez, hein. Et donc je suis directeur de l'école de musique de Comines, et j'ai la chance d'avoir un orchestre chaque semaine sous ma direction, et puis voilà. Alors mon parcours, écoutez, moi la musique, je vais dire un peu comme Obélix, je suis un peu tombé dedans quand j'étais très jeune, grâce à un instituteur, professeur des écoles, maintenant c'est le terme employé, et lorsque j'étais en élémentaire, il nous avait mis sur son vieux Tépaz un disque de Bizet, et puis ça m'avait tout de suite inspiré, et puis à partir de là, je savais que j'allais être musicien, quelle que soit la situation. Voilà, après, je suis passé par le conservatoire, et puis on fait plusieurs années, et puis voilà où on en est, après plusieurs concours, et bien, le parcours... T'as ton fils aussi. Après, oui, j'ai mes enfants aussi qui sont musiciens. Voilà. Le plus grand qui est professeur aussi. Voilà, donc c'est toute une histoire de famille maintenant, et j'en suis très heureux. Et comment tu vois un petit peu parce que évidemment chez toi tu es équipé, on aura l'occasion tout au long de cet entretien de parler un petit peu de ce que tu as chez toi pour écouter de la musique. Comment tu es entré, comment tu as commencé par t'équiper ? Est-ce que tu te souviens de ton premier système par exemple ? Alors moi, mon premier système, je ne peux pas dire si c'est un système, donc j'avais un vieil électrophone avec l'électrophone Tépaz, hein, on refermait avec le haut-parleur qui servait à la fois de couvercle et puis des petits crochets sur le côté, et puis j'écoutais des disques là-dessus, hein, que j'achetais régulièrement, et après, par la suite, ça a duré assez longtemps. Et par la suite, comme je côtoyais aussi dans certaines galeries marchandes des grandes surfaces, il y avait parfois des stands où il n'y avait que des systèmes haute fidélité, des magasins qui vendaient. Et je n'aimais pas traîner mon oreille là-dedans, et puis je découvrais tout un tas de choses très intéressantes. Et puis après, bien longtemps après, plusieurs années, je commençais déjà à travailler, je me suis acheté le premier système, c'était une platine tourne-disque, on peut dire les marques ? On peut dire les marques. Bon. Une platine tourne-disque... Ce sera flouté au montage. Ouais. Fischer, avec un préampli, parce que j'avais été séduit par un système d'enceinte qu'on appelait l'enceinte asservie. Ouais. Et je sais que moi, celle que je possédais, c'était des enceintes Philips. Et puis je les ai gardées assez longtemps parce que ça me plaisait assez bien, et le son me convenait parfaitement. Voilà. Et après, lorsque je me suis marié, j'ai eu envie d'autres choses, je ne sais pas, parce que j'avais entendu des choses, et puis on progresse souvent dans la technique, hein, dans la technologie. J'ai acheté un tas de systèmes. J'ai même, mon dernier système, c'était dans les marques Marantz et Denon avec des enceintes Cabas.
Mais à partir de là, j'ai toujours été un peu déçu quelques mois après, quelques semaines après, parce que ce que j'entendais la première fois, ça me plaisait. Et ensuite, mon oreille était quand même un peu affûtée par rapport à ce que tu disais. Bien sûr. Donc c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, il y a souvent des clients qui nous disent régulièrement, vous savez, moi, pour un système comme ça, j'ai pas l'oreille, etc. Et je leur dis souvent, je sais pas si tu es d'accord avec moi, je dis c'est pas forcément une question d'oreille, à moins d'avoir un problème auditif, médical, etc. C'est une question de référence. Mais toi qui connais le son des instruments, puisque quand tu joues avec ton orchestre, tu es plongé dedans. Donc toi, tu connais, on peut pas te raconter d'histoire concernant le timbre d'un instrument. Comment tu fais quand tu choisis un matériel hi-fi, quel qu'il soit, tu entends assez rapidement si ça sonne comme ça sonne dans la réalité. Comment ça se passe dans ta sélection, on va dire? Comment tu fais? Explique un petit peu. Quand j'entends un système, quand je dis on l'entend assez rapidement, oui et non, parce que il y a un côté séduction dans le système technique, dans le son. C'est-à-dire ce qu'on peut appeler une coloration. Une coloration, ouais, tout à fait. Qui vient habiller l'ensemble et qui peut être trompeur ou séduisant de toute façon. Et c'est pas forcément dans l'immédiat qu'on sélectionne. Tout à fait. Tu vois? Ouais, bien sûr. J'essaie d'être le plus simple possible par rapport à ce que j'entends. Bon, moi, un violon, comme tu dis, un violoncelle, j'en entends régulièrement dans différentes salles. Dans la salle où on travaille. Après, un orchestre, ça dépend aussi de la salle où il joue. L'acoustique d'une salle, c'est aussi très important. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est des gros problèmes parce que souvent, lorsqu'on va aller très loin dans ce domaine, ça peut arriver à des sommes astronomiques. Ça c'est autre chose. Et donc, c'est pas dans l'immédiat. Je crois que même lorsqu'on a l'habitude d'entendre, parce que moi, je suis un amoureux de l'hi-fi, je suis un amoureux de la musique, je suis un amoureux des instruments, du son en général, et tout de suite, on est séduit par un système qui nous plaît, c'est personnel. Mais après, mon oreille devient sélective, justement, lorsque je n'ai pas le sentiment d'avoir un côté naturel. Ce que je disais tout à l'heure qui est l'antithèse d'une coloration. Voilà, exactement. Tout à l'heure, quand j'avais acheté, je me souviens, j'avais acheté des cabas, j'étais très content parce que la marque Cabas, c'était quelque chose d'important. Et j'étais content quand je l'écoutais, et assez rapidement, quand je dis assez rapidement, quelques semaines après, je me rendais compte que j'étais pas satisfait parce que mon oreille demande plus. Et donc moi, mon oreille sélectionne vraiment, moi je sélectionne vraiment le côté naturel et le plus proche de ce que je peux entendre régulièrement. Dans la réalité. Voilà, et je sais s'il n'y en a pas beaucoup, entre guillemets. Il y a quelque chose que Jacques est en train d'exprimer qui est vraiment fondamental, c'est le côté naturel d'une écoute par rapport à la coloration. Quand vous écoutez un système hi-fi avec une coloration, on va par exemple, quand on parle de coloration, qu'est-ce qu'on entend par là? On entend rajouter un artifice, c'est comme un plat qui serait un petit peu plus sucré, un petit peu plus salé, qui va sur les premières bouchées donner un côté extrêmement sympathique, mais qui, au bout de quelques instants, va donner un côté finalement un peu écœurant, un petit peu exagéré, qui va donner quelque chose qui n'est pas naturel, finalement, c'est ça. Bien sûr. Donc en audio, ça va se traduire par une écoute avec, par exemple, un aigu. On va écouter un truc, on va se dire « Oh, j'entends un instrument que j'avais jamais entendu avant, etc. » Et en fait, on se rend compte que c'est pas du tout naturel, quoi. Bien sûr. À l'inverse, vous avez par exemple un grave qui va être trop appuyé, et on va se dire « Oh, c'est bien, il y a de la matière, etc. » Et au final, on se rend compte que quand on écoute au bout... Alors, cette coloration, ce qui est très piégeant, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est qu'on met un certain temps à se rendre compte. Bien sûr, ah oui, bien sûr. C'est-à-dire que ce n'est pas immédiat. On peut mettre 1 semaine, 10 jours, 15 jours à s'en rendre compte. Tout à fait. Et c'est pour ça que c'est très difficile quand on fait l'acquisition d'un système hi-fi. Tu me diras si tu es d'accord avec ça. C'est assez délicat. Il faut vraiment avoir une écoute très prolongée, quoi. Parce que quand on fait une écoute d'une demi-heure dans une boutique, c'est pas facile. Bien sûr. Et alors je pense ce qui est très déterminant, on parle de son, ce qui est très déterminant pour la qualité. Pour moi, c'est une qualité. Oui. Une enceinte ou un système en général qui est capable de reproduire un son naturel à l'identique, c'est pas possible. Non. Mais au plus proche. C'est une question que j'allais justement te poser. Même le diamant n'est pas parfait, il est à 99,99%. Voilà, alors... 100% dans la nature, ça n'existe pas. Alors, à l'identique,
copie conforme, c'est pas possible. Mais au plus près, c'est tout à fait réalisable. Et on va très 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 près. Alors ce qui est très pour moi sélectif, c'est par exemple de la musique classique. Pourquoi la musique classique? Parce que c'est un enregistrement qui est fait avec un ingénieur dans des conditions qui ne sont pas de studio. Je parle par exemple d'un orchestre, qui sont dans des salles de concert ou parfois dans des lieux qui sont repérés au niveau de l'acoustique pour mille et une raisons. Et c'est très difficile d'enregistrer un orchestre parce que justement il faut que l'ingénieur, quand on écoute un CD, on écoute le travail d'un ingénieur du son, il faut qu'il ait une oreille également très affûtée pour retranscrire à partir de ses micros, à partir de toute sa technique qu'il va mettre dans le CD, retranscrire la vérité. Ce que j'appelle la vérité, c'est-à-dire on va au concert et puis on entend un orchestre, on rentre chez soi, on écoute un orchestre, il faut que ce soit quasiment la même chose, quoi. Alors la question qui tue, est-ce que pour toi, est-ce que c'est possible, de ton point de vue, avec les connaissances que tu as aujourd'hui et l'expérience que tu as, puisque tu as quand même eu pas mal de choses à la maison, est-ce que tu penses que c'est possible, au regard de ce que tu entends quand tu exerces ta profession de chef d'orchestre, est-ce que c'est possible de recréer, pas forcément à 100%, mais la sensation d'un orchestre avec un système hi-fi chez soi? Tout à fait, bien sûr. Ah oui, exactement. Parce que ça, c'est une question qui revient souvent. Je voulais avoir ton point de vue. Moi, je suis convaincu, parce que maintenant, j'ai un système qui est extrêmement performant, et je suis convaincu qu'on peut recréer la situation d'un concert. C'est certain. Et je peux même aller très loin, parce que je vais régulièrement au concert, par exemple au Nouveau Siècle, voir l'Orchestre Social de Lille, des choses comme ça. Donc on est à l'Opéra. Des salles qui sont quand même très déterminantes pour le son. Oui, bien sûr. Et je peux même aller très loin, même parfois, ce qu'on entend dans son système, je ne veux pas dire qu'il y a plus de matière, mais il y a plus d'éléments discrets, des choses qu'on n'entend pas forcément au concert, ça dépend où on est placé, ou on a tas de choses qu'on entend chez soi. Je ne sais pas si j'ai réussi à bien exprimer la chose. Si, très bien. Des petits détails, des petites choses, une acoustique qu'on n'entend pas forcément au concert, mais qu'on peut entendre dans son salon. Avec un système extrêmement déterminant et très précis. Quand on calibre une enceinte, puisque tu sais qu'on a on a chez toi, on est fabricant d'enceintes, on propose des enceintes de tout type de marques, etc. Est-ce que tu penses qu'il y a une catégorie d'enceintes ou une typologie d'enceintes qui sont plus adaptées pour écouter de la musique classique, de la musique vivante d'une manière générale, que par exemple un client qui écouterait de la musique électronique, du rock ou quelque chose comme ça? Est-ce que tu penses qu'il y a un petit peu deux catégories, ou alors que tu mets tout dans le même... Deux catégories, non, je ne pense pas qu'il puisse y avoir deux catégories. Par contre, si on arrive à se procurer un système, la base, on va dire à partir de la base musicale, d'un système qui reproduit parfaitement un enregistrement classique, qui soit un orchestre, des voix, des pianos, à partir de là, c'est un système extrêmement pertinent et on peut écouter n'importe quelle musique. Tout à fait. On peut écouter de la variété, on peut écouter... Mais par contre, l'inverse n'est pas vrai. Si on a un système et qu'on juge, peut-être pas juger, le mot est peut-être trop fort, mais qu'on essaye de voir la qualité du système à travers une musique rock, à travers une musique de variété. J'ai rien contre le rock, rien contre la variété, parce que moi j'en écoute aussi du rock. Pareillement, donc, de toute façon, c'est pas la question. Le système ne sera pas, et qu'on n'écoute pas du classique, on risque d'être déçu, parce que si un jour on veut écouter du classique avec la base que je viens de donner, peut-être c'est plus facile, c'est plus facile à reproduire du rock sur une enceinte qu'un violon tout seul. On est bien d'accord. C'est vrai que nous, on dit aux clients souvent, tu as assisté à des dizaines de démonstrations, parce que tu viens nous voir souvent, on dit aux clients, quand vous écoutez un système, même si vous n'êtes pas un fanatique de musique classique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'écoutent pas forcément que du classique, ou beaucoup de classique ou du jazz, etc., on leur dit, écoutez un instrument réel, vivant, par exemple tout seul, un piano, une voix, un opéra, quelque chose comme ça. Je pense que ça fait une excellente base pour tester les capacités d'un système. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ah, tout à fait. Moi, j'en suis convaincu. Alors moi, comme je disais, j'écoute essentiellement du classique, mais j'écoute aussi de la variété, j'écoute du rock, parce que je trouve que la musique, c'est la musique.
Ouais, la musique, c'est la musique. Ouais. Il n'y a pas de mauvaise musique, comme disait Bernstein, il n'y a que de la musique bien écrite. Tout à fait. Et même lui parlait des Beatles, parlait de AC/DC, d'un tas de choses. D'ailleurs, dans sa musique, on a de la musique de jazz, on a de la musique de rock, enfin, il y a tous ces éléments. Mais pour un système, je reviens sur un système haute fidélité, bien sûr qu'il faut quelque chose de déterminant. Et le classique, l'enregistrement classique, c'est le meilleur chemin. C'est le test parfait. C'est le test parfait. Et pas forcément avec un disque, comment dirais-je, tu vas voir, c'est un bel enregistrement, c'est super, un beau label, bien sûr, c'est important. Est-ce que toi, tu verrais un instrument, si tu pouvais donner un petit conseil à toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment, est-ce qu'il y a un instrument qui, selon toi, serait plus intéressant qu'un autre pour faire un test, pour tester un système, un instrument? Est-ce que ce serait un piano, un violon, un violoncelle, je ne sais pas, n'importe. Est-ce qu'il y a un instrument qui te viendrait à l'esprit plus qu'un autre? Le piano, c'est un instrument très difficile à enregistrer. On est bien d'accord. Parce qu'il y a énormément comment dirais-je, d'interférences qui sont dues à l'instrument, forcément, et qui passent dans les micros, dans toutes ces choses. C'est un instrument très compliqué, le piano, pour ressentir vraiment la vibration réelle lorsqu'on va écouter un vrai piano dans une salle ou dans une pièce. Après, il y en a d'autres, tu parlais du violon, tu as cité les principaux. Le violon, c'est l'instrument qui est... Écouter un violon tout seul dans une pièce, par exemple une petite pièce comme ici, c'est pas évident. Parce que, je vais dire, il y a beaucoup de contraintes sur l'instrument, il y a beaucoup de sens, de bruit, enfin du bruit, c'est peut-être pas du bruit, mais de mécanique pour produire le son qui apparaissent, qu'on n'entend pas forcément dans l'enregistrement, parfois qui sont effacés. Par exemple, avant, sur certains disques vinyles, on pouvait les entendre, mais avant, parfois, on entendait les doigts, je fais exprès de taper sur le tout, des violoncellistes sur le manche, on les entendait, ou on entendait la respiration. Tout ça, c'était coupé. Pourquoi ? Maintenant, sur les vinyles, sur les disques CD ou certains vinyles, on les entend, ça fait partie de la musique. Ou alors le clavecin, par exemple, ce ne sont pas des pédales comme au piano, ce sont des genouillères. Alors parfois, quand ils changent pour faire entrer différents jeux, on entend la mécanique. Maintenant, c'est plus coupé. Il y a des gens qui les coupaient. Moi, je trouve que ça fait partie du concert, ça fait partie de la séance, ça fait partie de la musique. Bon, c'est comme ça, c'est tout. C'est l'instrument. Alors, le piano, on entend parfois les pédales. On entend les marteaux qui se lèvent des cordes. Et la percussion aussi, je parle du piano parce que le piano, c'est un instrument à percussion. Ouais. Et il y a même des compositeurs je pense à Bartók par exemple, qui considérait, lui qui était un immense pianiste, un très grand compositeur, qui considérait que le piano était un instrument de percussion. Et puis voilà, donc il y a plein de choses, les percussions, quand on fait vibrer une grosse caisse, il y a des harmoniques, donc c'est-à-dire quand on dit harmonique, il y a toute une série de notes quand on écoute qui accompagnent le son principal et qui vont se diffuser. Qui sont d'ailleurs bouffés par 95% des systèmes hi-fi. Bien sûr, justement, ça aussi c'est un moyen de sélectif. Par exemple, un gros accord, après un silence derrière l'accord, parce que la musique se fait aussi avec des silences. Il faut qu'on entende la résonance de la salle. Il faut qu'on vive. Il faut que ce soit vivant, quoi, tout simplement. Je pense que c'est important. Bien sûr. Un instrument, c'est vivant. Un instrument, ça vibre. Donc, il faut qu'un système vibre avec la musique. Et toi, t'es musicien. Vous êtes combien dans votre orchestre, à peu près? On est allé. Quand tout le monde est là, on est une petite quarantaine. Vous êtes une quarantaine, et tes collègues, tes musiciens, qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça? Ils écoutent de la musique chez eux? Est-ce qu'ils ont des systèmes? Est-ce qu'ils s'en foutent? On n'en parle pas souvent. Comment ils vivent de ça? On n'en parle pas souvent, à vrai dire. Quand on est en répétition, on n'en parle pas, parce que on travaille ce qu'on doit travailler. Mais par exemple, avec le premier violon de l'orchestre, je sais que il s'intéresse aux CD, des choses comme ça. Il aime bien les enregistrements, il aime bien l'écouter, ils aiment bien... Puis en même temps musicien, le fait d'écouter, c'est une référence aussi. Enfin, je veux dire, oui, bien sûr, on entend des choses. Mais on parle pas trop. Même avec les autres collègues musiciens, on parle pas
de système ou des choses comme ça, ou alors peut-être parce que le sujet ne vient pas dans l'absolu. Mais par contre, j'avais acheté pour l'école de musique deux systèmes chez vous il y a quelques temps. Ouais, je me rappelle. Et il y en a beaucoup qui sont venus me voir et disent « Oh punaise, c'est intéressant, où est-ce que vous avez trouvé ça ?» Tu vois, donc ils ont une démarche, ils ont entendu quelque chose, quoi. Hein, voilà. Je voudrais te poser une question aussi qui me brûle les lèvres depuis tout à l'heure. Si tu devais, sur toute entre guillemets, ton expérience d'audiophile, si tu devais dire deux, trois claques que tu as pu te prendre au niveau écoute en te disant, là, ça y est, ma référence, elle a bougé. Ce serait quelle expérience sur ce que tu as pu avoir chez toi, ce que tu as pu écouter, un peu partout? Alors, je peux dire qu'au niveau des claques, j'en ai pris deux. Hein. Quand je suis passé d'un ampli intégré, qui était très bon, sur un ampli à lampe, Ouais. parce que bon, j'avais jamais vraiment entendu un ampli à lampe, je savais que ça existait, et puis j'ai écouté un ampli à lampe. Alors c'est intéressant, on va détailler un petit peu tout ça, puisque sans citer de marque et tout, puisque dans cette émission on ne cite quasiment jamais de marque, mais qu'est-ce que fait pour toi, de ton point de vue et de ton ressenti, qu'est-ce que fait un tube ou un ampli à lampe, peu importe, ça revient à la même chose. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce que ça fait que faisait pas un transistor? Pourtant, tu avais déjà un très bon transistor. J'avais un très bon transistor. C'était déjà pas n'importe quoi. Ah, bien sûr, bien sûr. Ce qu'il a fait, il y a un côté émotionnel, il y a un côté, comment dirais-je, c'est difficile à expliquer, un côté vivant, il y a une vibration que j'avais pas perçue avant, et que lui transmet. Il y a une espèce d'alchimie comme ça, alors allez savoir pourquoi. Parfois, expliquer quelque chose, on essaye de trouver des termes, on s'embrouille, mais je pense que il faut écouter, et puis après c'est une démarche personnelle, hein. Oui, bien sûr. Et après c'est un choix, mais chez moi ça a transfiguré le système, hein, complètement, parce que c'est extrêmement pertinent. Il y a de l'aération, il y a des choses que sur un intégré, j'entendais pas. D'accord. Voilà. Et la deuxième claque, c'est là, c'est il n'y a pas très longtemps, parce que j'ai une enceinte extrêmement performante, et qui a la possibilité de faire du bicablage, c'est-à-dire, c'est une enceinte où le satellite qui renferme les médiums et les aigus est séparé du grave. Tout à fait. Donc j'ai alimenté les deux caissons séparément. Alors là, deuxième coup de baguette magique, si je peux dire. Pareil. On arrive sur un élément, on retire pas un voile, on retire un drap, quoi, complètement. On change de pièce, la musique réapparaît sous une autre forme. Il y a toujours cette vibration. C'est la vibration qu'il faut sentir. Je pense que c'est ça qui est extrêmement déterminant. L'aération, la vibration, tout ce qui est timbre, la fidélité par rapport à l'instrument, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Mais moi, c'est ça qui me permet de sélectionner, de prendre conscience de ça. D'accord. C'est très intéressant. Très intéressant. Écoute, je pense qu'on va en rester là pour cette interview. Je te remercie infiniment d'avoir participé à cette petite séquence. Les amis, j'espère que cette petite interview vous aura donné des informations et du grain à moudre pour vos réflexions, pour vos projets, mais c'est évident qu'au regard de ce qu'on a pu entendre avec Jacques aujourd'hui, c'est vrai qu'écouter de la musique classique et tester et étalonner des systèmes sur de la musique vivante, je crois que ça reste un basique pour un système. Je pense qu'on ne peut pas vraiment faire autrement et qu'il peut le plus, peut le moins. Si jamais un système passe bien sur du classique ou éventuellement du jazz aussi. Vous faites un peu de jazz dans votre orchestre? Oh, il y a des pièces, oui, il y a des pièces qui sont arrangées pour... mais essentiellement classiques. Hein. Mais c'est essentiellement classique. Oui, essentiellement classique. Ouais. C'est l'univers classique, ce sont des musiciens classiques. Jacques, je te remercie infiniment. Nicolas, merci à toi. À bientôt, voilà. Et merci d'avoir... Je pense que, pour terminer, Olivier Messiaen, je lisais quelque chose d'Olivier Messiaen, qui est un grand compositeur du XXe siècle, français,
j'écoute beaucoup Messiaen, parce que c'est un compositeur que j'apprécie énormément. On lui posait parfois la question sur la façon dont il écrivait telle pièce ou telle autre. Il disait, écoutez, ne vous posez pas de questions. Il faut simplement regarder la musique ou écouter la musique comme... bon, il était très croyant, hein, donc toute sa musique est tournée vers la croyance. Et il dit, regardez la musique comme la lumière traverse la rosace d'une cathédrale. Je pense que c'est un terme... alors vous voyez du bleu, du jaune, du violet, c'est tout, ça suffit. Il ne faut pas trop chercher à comprendre. Si ça vous plaît, ça vous plaît. Si ça correspond à votre personnalité, c'est la meilleure décision à prendre. Voilà. Les amis, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission.